on ne quitte jamais son pays par choix. Oui. Voilà. Et puis, alors, racontez un petit peu comment c'était quand vous êtes arrivé en Suisse. Bon, c'était... Vous aviez quel âge? J'avais 10 ans. Oui. Votre papa était déjà là? Oui, mon père, il était là. Il avait fui la guerre du Kosovo, enfin le régime serbe. Il a fait 9 ans de prison politique, mon père qui se trouve là. Il est venu une année avant et il a choisi la Suisse pour la liberté sans faille et puis pays des droits de l'homme. Ensuite, nous sommes venus, on a traversé les frontières quand la guerre a éclaté de 3 pays et on a pris l'avion de Tirana jusqu'à Zurich, là que mon père nous a attendus. Et on est venu à la Clochette, en studio que l'aide sociale nous avait trouvé, donc on était à 7 personnes dans un studio. Mais on s'en fichait complètement, c'était vraiment super. Et c'était beau. On s'est vite adapté quand même. Enfin, en tout cas, au paysage suisse, etc., on a adoré parce qu'il n'y avait pas d'avion de chasse, de bombes. Voilà. C'est ça qui m'a marqué le plus, que c'était apaisant. Ça, vous le dites, hein, vous le dites quand vous sortez, puis vous descendez en toboggan, enfin voilà, une tasse de jeu multicolore, puis vous regardez le ciel, puis vous dites, il n'y a pas d'avion de chasse. Oui. Je suis tranquille. C'était incroyable, c'était une image que j'avais vue. Enfin, je crois que je n'avais jamais vue. Parce qu'on voyait tout le temps, on avait peur de se faire tirer, parce qu'on voyait les hélicoptères militaires. Et ça, c'est vraiment... Enfin, c'est le premier souvenir que j'ai en Suisse, c'est quand je suis arrivée à Clochette et puis que j'ai regardé le ciel depuis la place de jeu. Qu'il n'y avait aucun avion de chasse et ça semblait très beau. C'était la paix. Oui. Puis après, on reviendra peut-être, j'ai envie d'introduire Sarah. Voilà, donc je rencontre Ulka et je me dis qu'il faut qu'on trouve vraiment de l'argent pour développer ce projet. Alors on a été soutenus, vraiment, le canton de Vaud nous a beaucoup soutenus, a soutenu aussi une partie du travail de Sarah Karp. C'est une immense entreprise d'écrire un bouquin comme ça. Et j'ai rencontré, je pense, 30 femmes. Et pour en garder 10, enfin, il devait y en avoir 12, mais on a dû les retirer au dernier moment. C'était de Ouïghours, de la région du Xinjiang, et qui avaient clairement reçu des menaces sur leur famille restée au pays. Si ce livre, si vous publiez, si vous êtes dans un livre, alors qu'elles étaient très peu critiques envers le régime de Xi Jinping, ben voilà, elles ont eu trop peur, donc au dernier moment, on a tout bouleversé. Sarah avait fait les photos de ces 2 personnes, et puis, donc là, je vais un peu trop vite, voilà. Donc, on lance des campagnes de fonds, on cherche de l'argent, on fait des dossiers, c'est énorme. Et puis, quand on cherche de l'argent, on vous demande, ok, mais alors vous allez travailler avec qui? Et j'avais déjà écrit un livre sur les proches aidants avec Sarah Karp comme photographe, qui était un livre peut-être moins ambitieux, mais qui décrivait très bien la situation de personnes qui ont un enfant malade, qui ont un parent malade, handicapé. Il y avait justement la famille Cretonny qui était là avec Julien. Il y avait aussi un hiver de noix qui est aussi albanais du Kosovo, Beatim Prouti, qui était dans le livre, et puis son fils, Arianit, est décédé. Donc, avec Sarah, ça avait très bien marché. Alors, on a mis Sarah Karp, mais le jour où je rencontre Sarah, elle me dit, il faut que je te dise quelque chose, je suis peut-être, on le saura demain, la photographe suisse de l'année. Donc, c'était extraordinaire pour le projet, mais j'étais aussi très contente parce que je l'avais contactée avant qu'elle soit la photographe suisse de l'année. Donc, je n'étais pas et c'était ça, le lendemain à la radio, Sarah Karp, photographe suisse de l'année. Donc, c'était génial. Mais en fait, chaque femme a pu, enfin, il fallait trouver un petit peu une direction pour ses portraits. Chaque femme pouvait choisir le lieu où elle voulait être photographiée, les vêtements. Une des idées, c'était d'avoir une partie des photos faites avec un habit traditionnel, si elle le souhaitait, ou les habits de tous les jours. Et puis voilà, après, on s'est rencontrés avec Ulka au bord du lac. C'était absolument magnifique à photographier. C'est vrai que par contre, quand j'ai fait les images, je connaissais le contexte. Voilà, mais je ne connaissais pas encore les histoires et les détails des histoires, donc je trouvais que c'était intéressant. Après, à un moment donné, on s'est posé la question, plus au niveau des images,
voilà, est-ce que vraiment tous ces sourires ont du sens ou pas, enfin voilà. Et puis je pense que c'est vrai que je pense que c'est grâce à leur force intérieure qu'elles ont réussi aussi à traverser tout ça, et que c'est bien de pouvoir le montrer en image. Et c'est vrai qu'Ulka, c'était un vrai bonheur à la photographier, parce que c'est une facilité, elle dégage quelque chose. Voilà, pour moi, c'était super. Après, elle était tellement belle sur la première série qu'après, ils ont dit non, il faut refaire, parce qu'en en fait, elle est trop belle. Alors, on a refait des images avec un pull. Ouais, un pull, quoi. Elle est encore plus belle. Ouais, justement, en fait, non, mais c'est... Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une association qui porte le projet, et puis on a eu une séance, puis moi je suis arrivée avec les photos de Sarah, une ébauche de texte, puis j'ai dit, ben voilà, c'est Ulka. Et puis là, les gens ont dit, non, mais c'est un mannequin, c'est pas possible, on doit faire des... Elle était tellement belle dans sa robe noire qu'elle avait achetée pour 2 francs 6 sous, elle était sublime. Alors on lui a dit, Ulka, il faut pas mal de prose, mais vous pouvez pas être un peu plus laide. Mais alors, du coup, elle a mis un gros pull, on a fait c'est sympa, du coup on a des photos d'été où elle est vraiment en petite robe, puis des photos qu'on a fait à Lausanne, mais ça c'est le don de Sarah Karp, les plus belles photos pour moi, c'est devant une sorte de porte rouillée, et puis Ulka, elle a un blouson, elle a un gros pull, et puis voilà, du coup elle est quand même belle, mais on se trouvait que ça faisait moins mannequin. Voilà, c'était un peu l'idée. Non, mais après, ouais, mais c'est intéressant parce que en fait, ces images, elles permettent vraiment après de mettre des visages aux mots, aux gens, et puis comme les mots, les images, elles ont été soumises aux validations, il y a eu un peu des discussions, et puis voilà, après elles sont entrées là-dedans. Oui, alors c'est ça, c'est que après, moi je transcris, j'enregistrais ces femmes, et puis après je transcrivais, je rédigeais. Elles ont toutes tout relu mot pour mot, hein, puis chaque mot qui ne leur convenait pas était changé. La même chose pour les photos. Donc Sarah, elle fait, je sais pas, elle fait 1000 photos en 2 heures, c'est incroyable. Elle faisait un premier choix. Elle disait voilà, ça c'est mon choix. Puis dans ce choix-là, bon, si on n'était pas d'accord, mais on n'a jamais pas été d'accord, on aurait pu, je pense, négocier. Mais voilà, si 12 photos, disait-elle, elles me plaisent pour une situation. Et puis après, on envoyait les photos aux femmes du livre, mais en disant, comme vous serez sur la page de gauche, il faut que votre regard soit à droite. Donc voilà, il y avait quand même des obligations. Ça, c'est Jean-François qui est aussi graphiste, qui a mis le livre en page, puis qui me disait, non, mais là, on ne peut pas mettre Ulka qui regarde là-bas, elle doit regarder là. Okay. Alors, il fallait valider toutes les images, qu'elles soient toutes d'accord, parce que c'est quand même, je veux dire, dans le livre, c'est leur visage, hein, et je crois qu'elles ont toutes été surprises qu'il y ait beaucoup de pages, qu'il y ait beaucoup de photos, que c'était vraiment, c'est un livre qui fait 320 pages au final, donc je pense qu'il y a quand même, il y a 30 pages par femme, dont 4-5 photos par femme. Voilà. Et puis après, on sent, elle dit des choses moi, qui m'ont tellement bouleversée, hein. Il n'y a presque rien à manger, c'est la pauvreté, mais ils sont tous ensemble dans la même maison. L'oncle, la tante, les cousins, les cousines, ils sont 15 à table, mais il y a une forme de solidarité, et ça c'était extrêmement touchant. Et puis, ça y est, j'ai perdu le fil, ça m'arrive de temps en temps. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Ulka au Kosovo, et puis après elle arrive en Suisse. Comment est-ce qu'on va traiter ça? Parce que moi j'avais pas envie seulement qu'on dise la Suisse est formidable ou la Suisse est raciste. On a essayé quand même d'aller chercher. Alors il y a une ou deux choses, par exemple, que Ulka a dit, notamment, je ne sais pas si vous voulez en parler, je pense à la réflexion de est-ce que tu manges du porc? Oui. Voilà. Oui, c'était un peu comment est-ce que nous catégorisait en tout cas albanais, c'était directement dans un carré albanais musulman, alors que moi j'ai une éducation athée. Et je ne savais même pas ce que c'était être musulman, jusqu'à ce qu'on m'a demandé en Suisse est-ce que tu manges du porc, et je ne savais pas quoi répondre parce que je n'avais pas mangé, parce que ça ne se faisait pas chez moi. Et ils m'ont dit mais non, tu ne dois pas manger parce que tu es musulmane. Et puis après j'ai demandé à mon père
est-ce que je peux manger du porc? Et il m'a dit, mais si tu as envie, tu manges. J'ai dit, mais est-ce qu'on est musulman? Mais quoi? Il m'a dit, on est athée. Et en fait, je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire. Donc j'ai appris ça en Suisse grâce à mes camarades suisses que j'étais musulmane en fait. Enfin voilà, c'est un peu cette, quand on nous catégorise par rapport à la nationalité, ou bien en tant que femme soumise, etc., ou bien une éducation patriarcale, ce qui n'est pas du tout mon cas en fait, heureusement. C'est un peu ça, plutôt les petits chocs culturels que j'ai vécu, mais sinon, oui, je trouve que la Suisse est très belle et on est très heureux d'être là. Ses frères et sœurs font tous un apprentissage, parce qu'ils sont beaucoup, hein. On a 5 enfants. 5 enfants. Et les 5 sont tous magnifiques. Et les 5 enfants vont faire un apprentissage de commerce, alors que certains avaient des capacités, bien sûr, d'aller au gymnase. Mais comme j'écris dans le livre, par méconnaissance ou par oubli, la centre sociale a oublié de dire qu'il y avait des bourses d'études. Donc ça me paraît aussi important de le relever. Donc Ulka fait un apprentissage. Où? Oui, d'employé de commerce, je vais faire, dans une boîte horlogère à Chavannes. Il faut juste savoir, c'est vrai que je n'ai pas précisé dans le livre, mais ma soeur et moi, on nous avait... parce qu'il y a un conseil d'orientation qui vient en 9e année. Et on m'a dit, ah, mais vous aimez bien prendre soin de vous, vous devrez faire coiffeuse, etc. Vous n'êtes pas faite pour les études. Enfin voilà. Et là, actuellement, je fais un master en travail social à Lausanne. C'est vrai que ce n'est pas un parcours directement académique, mais j'ai quand même réussi à réaliser mon rêve. Je voulais faire un master en Suisse. Et ma sœur, elle va finir son brevet d'assistante RH, je crois que ça s'appelle comme ça. Et elle a 3 enfants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment baissé les bras par rapport à ça. Mais on a tous commencé par un apprentissage à l'employé de commerce. Moi, j'étais la première, du coup ils m'ont tous suivi. Et je disais j'aurais dû faire médecine. Et je me souviens, une fois Ulka m'a dit, il faudrait quand même que vous veniez manger chez mes parents. Et puis voilà, la date était fixée, et c'était absolument incroyable. On est arrivés, il y avait toute la famille qui était là, il y avait le beau-frère, les enfants. La maman de Ulka est une femme magnifique qui dit quelque chose de très beau. Hein. La Suisse m'a rendu ma dignité. Ma dignité. Oui. De femme. Parce qu'elle était infirmière au Kosovo, à Pristina, dans l'hôpital hospitalier, elle a perdu le travail. Parce qu'elle était albanaise tout simplement, et parce que c'était aussi l'épouse de mon père qui était un réfugié, enfin un intellectuel. Donc voilà, elle a perdu le travail pour ça, elle a dû retourner vivre au village, s'occuper aussi des enfants, de la ferme et tout ça, et c'est vrai qu'elle s'est un peu transformée. Et en Suisse, elle dit que ça lui a rendu sa liberté parce qu'elle a pu avoir son indépendance financière. Simplement la liberté que mon père lui offre aussi et la Suisse. Et ça, elle n'a pas pu, malgré que mes parents ils ont toujours eu une relation très libre entre eux, mais c'est pas possible d'offrir ça quand le système ne permet pas, les finances, l'État. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit que la Suisse, elle a rendu sa dignité. Je crois qu'elle aime plus la Suisse que nous tous. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais. Je me souviens aussi, il devait y avoir Sayantini ce soir. Mais elle m'a téléphoné hier qu'elle avait le Covid. Sayantini, c'est une Sri Lankaise qui est venue depuis Colombo, mariée. Enfin, elle savait qu'en arrivant en Suisse, on la marie. Elle serait mariée, l'homme était déjà choisi. Il se trouve que c'est un chouette mari. Et puis, Sayantini, elle est arrivée à la Chaux-de-Fonds au mois de janvier. Elle quittait Jaffa. Voilà, bref, c'était une horreur absolue. Et puis, elle n'a pas réussi à s'intégrer. Et je trouve que le témoignage de Sayantini est aussi intéressant parce qu'elle a vécu dans une solitude absolue, mais pendant 2 ou 3 ans, elle ne sortait pas, elle pleurait, elle dit qu'elle a mené la vie dure à son mari, elle était jalouse du travail que son mari avait, elle était jalouse des collègues de son mari, c'était une horreur. Elle va mettre au monde une petite fille, elle va mettre au monde une 2e petite fille. Et dans l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, il y a une dame qui fait partie d'une association un peu comme le GAMI, qui est infirmière, puis qui lui dit « Mais madame, vous êtes dans une solitude », elle lui dit un peu en anglais, « absolue, il vous faut apprendre le français ». Et puis là, Sayantini, elle dit en anglais « Mais I'm afraid, j'ai peur ». Et puis « Mais venez avec moi ».
Et Sayantini, ben voilà, elle est aide-infirmière, elle parle français, elle a fait un discours à Neuchâtel extraordinaire. Et ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement la Suisse maintenant, c'est sa deuxième patrie. La Suisse lui a permis, de trouver un emploi, d'apprendre une langue, même si ça a été difficile. Sayantini a 3 enfants, 2 sont déjà à l'université. Et le garçon, il commence le gymnase et il veut être avocat. Donc voilà. Je ne veux pas dire par là que ils sont tous formidables, ils font des études universitaires. Il y en a aussi qui n'en font pas. Mais tous les gens que j'ai rencontrés ont pour la Suisse une immense reconnaissance. Ce que j'ai pu rencontrer par contre, c'est quand même des choses assez graves, il me semble. Il y a une femme qui s'appelle Zahira, qui est docteur en théologie. Elle est arrivée en Suisse, elle avait 49 ans, le temps que tout se passe, parce qu'elle était réfugiée politique. Elle a 50 ans, puis on lui dit « Ah non, alors en Suisse, à partir de 50 ans, les pasteurs, ça ne nous intéresse plus, nous on ne les prend plus. » Donc Zoraïda, qui était pasteur, se retrouve à l'aide sociale, alors qu'elle est docteur en théologie. Elle a son mari qui est docteur en théologie, qui lui a 52, donc c'est encore pire. Et puis, ils se battent. Et alors lui, il a commencé une formation de graphiste. Et puis elle, grâce à une formation qui n'existe pas à Lausanne, mais qui existe seulement à Genève, qui s'appelle Horizon Académique, Zahira est retournée à l'université, puis elle a une formation maintenant de médiatrice culturelle. Donc voilà, il y a quand même d'autres choses. On en parlait avec Cécile Marel qui est dans le livre et puis auquel j'ai posé la question comme chef de la formation, puis qui disait, quand on est dans le premier cercle, ça va bien, mais quand on est dans le troisième cercle, quand on parle de l'Amérique du Sud, des pays d'Afrique, c'est reconnaissance universitaire impossible. Et Ulka, elle a fait par correspondance une... J'ai fait un bachelor en langue et littérature à Pristina, que j'ai laissé de côté pendant presque 10 ans, parce que j'ai continué à travailler ici avec les réfugiés, etc. Et... Donc elle fait ça en étant en Suisse? Oui, en travaillant ici, parce que je ne pouvais pas trop me permettre de faire des études à temps plein. Et du coup, j'ai fait reconnaître en fait il y a 1 an et demi en Suisse, le diplôme. Voilà. Et c'est cette reconnaissance du diplôme? Ça, plus le brevet fédéral que j'ai obtenu en 2020 en tant que spécialiste de la migration, ça m'a permis à m'inscrire au master. Voilà, donc c'est un parcours un peu atypique, mais j'ai quand même réussi le but final. Enfin, on verra, je n'ai pas encore diplômé. Et puis, on décide de faire les photos un samedi avec Sayantini, et puis on est arrivé à la Sautron. On était dans une peuve, c'était pas possible, avec le brouillard, c'est absolument... Puis bon, c'est toujours la même chose, on arrive à chaque fois que c'était grand soleil. Et puis on est rentré dans cet appartement, ils ont un très chouette appartement, Sayantini, son mari et les 3 enfants. Puis c'est tellement joli quand on est plongé dans une autre culture, parce que ça, elles étaient toutes apprêtées, elles étaient belles, ils avaient préparé 2-3 petits encas. Et ce qui était vraiment très touchant, c'est que le mari avait préparé, c'était un jour où il ne faisait pas très très beau justement, enfin, quoique, à l'intérieur il avait préparé un flash, une laine, et puis il y avait vraiment tout qui était déjà prêt. Puis après moi quand je réalise ces portraits, donc après elles passent chacune leur tour. On a fait des images à l'intérieur d'abord la maman, ensuite les filles séparément, ensuite un peu toute la famille. Et c'est des moments qui sont tellement chaleureux. Elles étaient toutes assises là autour du canapé, et puis elles rigolaient, et puis elles se réhabillaient, nanana. C'était vraiment, c'était très 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 touchant. Puis après le mari qui apparaît aussi dans le livre, hein, il y a cette image de toute la famille qui est touchante, parce que c'est vraiment, on voit qu'il y a un joli lien entre eux. Et puis alors à l'intérieur on a fait des photos en habits traditionnels, et puis après on est sorti avec Sayantini, on est allé dehors dans la neige.
à la chaux de fond. Alors c'était un joli contraste des deux. Et là, j'ai de nouveau fait une photo derrière une porte à la micro. Enfin. Justement, qui est là en fait. Absolument, qui est là. Et j'aime bien. Ouais, c'est léger, où il y a des émotions qui passent, mais c'est pas les moments où on a les plus grandes discussions, mais on a pas mal d'émotions. Voilà. Oui, mais Sarah, elle a un don, elle a vraiment le don de mettre les gens à l'aise, parce que bien sûr qu'à la première photo, toutes les femmes, même Ulka, les pieds dans l'eau, ça va, je suis jolie, puis Sarah dit, c'est bon, mais vous êtes sublime, tu es sublime. Si elle tutoie, si elle vous voit, et c'est vrai qu'elle libère les gens. Tout à coup, on voit les traits qui sont un peu figés, qui se relâchent un peu, ah bon, ça va, puis elle dédramatise tout, parce que c'est sûr que vous dites à une femme qu'elle va être prise en photo pour être dans un livre, c'est quand même un peu la catastrophe. Et puis là, elle avait cette spontanéité. Moi, des fois, je la prenais en photo, donc je prenais en photo la photographe qui prenait en photo, et on voit comme elle arrive, et ça, je crois que c'était, je pense que Lucas, vous pouvez le dire, hein, cette façon qu'elle a de oui, c'est inné en elle. ouais, vraiment à l'aise. Juste par le regard, l'énergie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que j'étais assez tendue avant qu'on commence les photos. Après 2-3 photos, ça allait. Après, ça a été. Ouais. Oui, puis Sarah, alors mettez la main dans l'eau, mettez le pied dans l'eau, montez sur un. Ah non, mettez-vous là. Ah, je viens de voir un truc super. On se déplace. Et puis le truc super, c'est des ronces, mais pour Sarah, donc Ulka se met devant les ronces et on a réussi en peu de temps à vraiment faire des images, ouais, comme vous avez pu les voir dans l'expo. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Avec Sarah, je sais que ça marche, hein, c'est ça aussi. Ça, je dois dire que quand on mène un projet comme ça, de savoir qu'avec la photographe, d'abord, elle sera là, à l'heure, tout en avance d'ailleurs. Moi, des fois, on s'est retrouvés dans des conditions. Des fois, c'était compliqué, ouais, pour trouver. La police nous disait non, on ne peut pas venir là. Bon. Et donc ça c'était très rassurant aussi de savoir que les photos seraient bonnes, parce que voilà, Sarah, elle a chacun son job, mais elle a vraiment du talent. Et puis oui, pour moi, c'est vrai que de rencontrer toutes ces femmes, ça a été formidable. Et voilà, l'aventure continue, il y a eu beaucoup d'expositions, beaucoup de vernissages. On fait un vernissage mardi prochain à Châteaudet. Voilà, on va à Montaix. Et puis les femmes, elles suivent. Il y a à chaque fois une femme comme Ulka qui s'exprime, qui est d'accord de raconter sa vie. Et de raconter sa vie, c'est moche ce que je dis, de sensibiliser. La maman de Julien qui est partie, qui est cette dame qui était dans le précédent livre parce que son fils est handicapé, me lisait un extrait d'une photo, puis sous une photo, puis elle disait c'est ça pour moi la Suisse. Parce que cette famille, qui est une famille chrétienne, accueille des gens chez eux. Ils ont accueilli pendant longtemps une famille syrienne. Et puis, ce qu'elle disait qui était très important, c'est Thérèse qui le dit, la Suisse m'a rendu ma dignité, la Suisse m'a offert un emploi. Ça a été compliqué, il a fallu galérer, mais je m'en suis sortie, mes enfants sont intégrés. Et Jean-Viens me disait, mais dis ça, c'est ça qui compte en Suisse. Et c'est vrai que je pense qu'on est quand même un pays des droits de l'homme, comme le dit Sylvie Ulka, mais un pays qui peut-être par une forme d'acuité permet aussi une réflexion, il y a beaucoup de bureaux d'intégration, il y a des commissions suisses immigrées, il y a des associations, mais très nombreuses qui œuvrent et qui font que ces femmes, ça je peux vous dire pour toutes les femmes du livre, les associations ont été capitales. Même si, je me souviens, il y a une association qui s'appelle Découvrir à Genève, qui me disait « Ah mais je ne savais pas que j'avais compté comme ça dans la vie de Zahira ». Si, les associations sont vraiment essentielles. Après, il y a les associations de femmes qui se rencontrent. Et voilà, donc c'est un beau projet qui continue. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert sur la condition spécifique des femmes migrantes en Suisse que vous ne connaissiez pas avant? Oui, c'est leur surprise de l'inégalité des salaires en Suisse. Elles sont sidérées. Ah non, mais vraiment. Quand elles l'ont appris, plusieurs elles étaient presque toutes là lors de la grève des femmes du 14 juin. Elles sont descendues dans la rue, elles ont dit c'est pas possible.
Voilà, ça, je pense que c'est vraiment ce qui les a le plus surpris dans ce pays formidable des droits de l'homme. Mais autrement, c'est ça, on est un pays formidable. Mais je reviens sur ce que vous dites. Oui, alors c'est vrai, quand on fait une photo, on s'apprête. Hein. Sarah, elle a moins de temps que moi, je suis assez d'accord. Mais quand je discute avec Ulka, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient une discussion presque entre amis. Je sais pas si... Oui, c'était tout à fait naturel. Je crois, c'était un peu artificiel, forcément, au départ. Mais au bout de, vous savez, des fois, elle m'invitait à manger, puis elle disait, j'arrivais à 18h, puis elle disait, on soupe à 19h, puis à 20h30, elle disait, j'ai oublié de mettre le plat au four. Voilà, il se passe des choses. Puis on dit, tant pis, on mange plus. De toute façon, j'ai pas faim. Mais j'ai du chocolat. Puis voilà, donc le temps passe, on parle pas forcément uniquement non plus de son parcours. J'ai pu parler de moi, aussi de qui j'étais. Donc, c'est vrai que c'était plutôt un échange, je dirais. Ouais. Mais quand même, je reviens sur... Ouais, je suis assez d'accord, peut-être quand même, c'est ça. Moi, j'ai eu plus de temps, mais c'était peut-être pas toujours si spontané que ça. Il y a quand même, chez certaines elles m'accueillaient comme ça. Hein, elles étaient vraiment très... Puis il fallait un peu leur dire, non mais on se lâche, quoi. Et j'essayais aussi des fois d'aller à l'extérieur, d'aller dans un restaurant, sur une terrasse. Quand je voyais que l'appartement était peut-être trop oppressant. Il y a plusieurs femmes, quand Ulka a dit c'était une thérapie, pour certaines la thérapie était trop dure, elles n'ont pas pu, elles ont craqué, elles ont trop pleuré. Et puis on a décidé ensemble que c'était souvent quand même des personnes qui venaient d'Afghanistan, de Syrie, des femmes qui étaient vraiment trop blessées et qui pensaient qu'elles allaient pouvoir y arriver, puis finalement ça ne s'est pas fait. Donc voilà, donc il y a finalement 10 portraits de femmes. On couvre le canton de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, et puis malheureusement Fribourg, et puis le Valais, ça n'a pas joué. Un peu au dernier moment, j'avais rencontré une femme valaisanne. On avait très envie d'avoir une femme qui soit d'accord de témoigner de violences faites sur le parcours migratoire ou en Suisse. Et puis une association, Montezanne, m'a donné le nom d'une femme qui était tunisienne et puis dont la mère l'avait carrément vendue à un paysan de Châteaudet. Et puis, donc elle a pu épouser ce gars qui la battait. C'était vraiment une situation terrible et on a bien avancé. C'était pleurait beaucoup, difficile. Et au 3e rendez-vous, je sonne, c'est le mari qui m'ouvre, le nouveau mari. Elle avait refait sa vie, et puis qui me dit non, c'est exclu que ma femme m'a raconté dans quoi elle s'embarque, c'est inimaginable que ma femme témoigne. Et puis avec Sarah, on s'était dit, on pourrait faire des photos, une main, les cheveux, voilà, essayer de faire des photos prétexte, mais ce mari voulait qu'on change tellement de choses que ça n'avait plus de sens. Il ne fallait pas qu'elle soit en Valais, il ne fallait pas qu'elle soit tunisienne, il ne fallait pas que... Voilà, donc à un moment donné, on a aussi abandonné. Donc, quand on part dans un truc comme ça, on pense que ça va bien, voilà, que on va pouvoir faire exactement comme on l'imagine, puis on se rend compte que, voilà, la réalité aussi des personnes, hein, il y a des gens qui vivent vraiment des situations vraiment difficiles. Alors, j'ai aussi un parcours un peu atypique. J'ai fait de l'immobilier, puis après, je suis partie à l'Opéra de Lausanne pendant longtemps comme attachée de presse, responsable des relations publiques. Après, j'ai développé mon propre business dans la communication culturelle. Et j'ai fait une chute dans ma baignoire en 2013. Et cette chute bête, hein, mais qui fait que votre fille, elle fait comme ça. Et puis j'étais paralysée. Et puis voilà, au CHUV, j'étais convaincue que je ne remarcherais pas. Et donc j'ai été une proche aidée. Et du coup, quand avec de la morphine, avec de la physio, avec la volonté quand même, j'ai pu remarcher puis avoir une vie presque normale, je me suis dit j'ai envie d'aller raconter pas seulement mon histoire, mais d'aller voir ailleurs comment c'était. Donc j'ai écrit un bouquin justement sur les proches aidants. Et puis là, je ne connaissais pas du tout Sarah Karp. On avait cherché, on a créé une association. Et puis on avait cherché des photographes, une personne m'avait conseillé Sarah,
Et voilà. Puis après, dans ce livre sur les proches aidants, il y a 8 histoires et il y a 4 familles issues de la migration. Il y a une anglaise, une espagnole, une italienne, une albanaise du Kosovo. Et ces personnes, ces femmes, quand elles me parlaient de leur pays, elles avaient vraiment des lumières dans les yeux. Et souvent, elles me disaient quelque chose, puis le mari disait « Mais tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas, en Suisse, tu peux pas dire ça. » Puis je me disais « Ça m'intéresse d'aller voir ce qu'elles ont envie de dire. » Puis elles disent quand même des choses. C'est pas un livre seulement qui met en lumière. Elles disent des choses très importantes. Elles disent des ressentis, des détails sur la Suisse qui m'ont paru qu'un homme ne m'aurait pas forcément dit, je pense.